Troisième épisode de la saga qui nous conduira de Gorem à Istanbul. Ce mercredi, visite de la Love Valley. Ne pas prendre cette route qui est un attrape-touriste. Si tu payes à l'entrée, c'est que, comme nous, tu t'es fait avoir et que tu es au-dessus du site, qui est gratuit. Lorsque tu es sur le plateau, tu ne peux pas descendre dans la vallée, car ce sont des falaises. Du plateau, la vue est partielle sur la vallée. Nous sommes donc redescendus à la recherche de son entrée. L'entrée de la vallée, sur la route entre Ussishar et Göreme, est assez difficile à trouver, car non indiquée. Il faut la repérer sur une carte topo. La Love Valley doit son nom à ses formations rocheuses phalliques, lentement taillées par la nature, sur des millions d'années. Tout a commencé avec les explosions volcaniques à la fin du Miocène, et pendant le Pliocène. Les éruptions ont recouvert la contrée de cendres épaisses qui, au fil du temps, se sont condensées et solidifiées, donnant lieu à d'énormes piliers. Les phénomènes d'érosion ont ensuite achevé le travail, sculptant petit à petit un paysage singulier. Là, il y a un pigeonnier à droite. Direction Derinkuyu. Encore l'obligation de regonfler le pneu qui fuit toujours malgré la mèche. Décision de se rendre à Kayseri, chez BMW Motorrad. Arrivé en fin d'après-midi à Derinkuyu, après un passage qui a duré plus de 3 heures chez BMW, dont l'action a amplifié la crevaison. Mais cela, on ne le verra que plus tard. Derinkuyu est pour moi le plus grand mystère de l'archéologie turque. Comment une cité qui permettait d'abriter jusqu'à 10 000 âmes, mais conçue pour accueillir 3 000 personnes, en moyenne, pour de longue durée, a pu rester oubliée aussi longtemps. En 1963, l'agence turque du développement du logement de la Turquie, le TOKİ, et la municipalité de Trabzon ont entamé un projet de transformation urbaine dans la région. En démolissant un mur, un homme a trouvé par accident une pièce mystérieuse. En continuant à creuser, il est tombé sur des galeries et des labyrinthes. Voilà, le truc, c'est que tu peux te perdre facilement. Ça, c'est pas une blague. La Turquie d'Atatürk ayant expulsé les chrétiens grecs orthodoxes vers la Grèce en 1923, ces abris ont été abandonnés, oubliés par les habitants musulmans sunnites de la région qui ne connaissaient pas leur entrée. La cité pouvait être fermée de l'intérieur par de grandes meules circulaires faisant office de porte. Elles avaient un diamètre de 1 à 1,50 m, une épaisseur de 30 à 50 cm et un poids de 200 à 500 kg. Chacun des 13 étages pouvait être fermé séparément. Le site fut ouvert aux visiteurs en 1969, mais 10% seulement de la cité est accessible. Les 8 étages dégagés, à ce jour, atteignent une profondeur d'environ 85 mètres. Plus de 200 cités souterraines d'au moins 2 niveaux ont été découvertes en Cappadoce. 36 d'entre elles comportent 3 niveaux ou davantage, et 5 sont accessibles aux visiteurs. Parmi ces dernières, Derinkuyu est la plus grande. À l'Antiquité, l'endroit était appelé Elengubu. Pour les peuples anciens, il était vital de ne pas être repéré par les ennemis. Les recherches rapportent que le premier niveau de Derinkuyu a été l'œuvre des Hittites. Derinkuyu a servi au refuge aux premiers chrétiens grecs, face aux persécutions de l'Empire romain en 300. Vers le 7e siècle, les Phrygiens s'y sont installés. Quelques siècles plus tard, Derinkuyu appartenait à la dynastie byzantine des Comnènes. La cité est composée de pièces à vivre, de cuisine et de grandes salles à manger. Le living room. Oh la vache. Il y en a de partout. Et tu quittes une seule pour en retrouver une autre. Il y a même des églises avec ce baptistère. Le soir, retour à Göreme, pour déposer notre linge à laver dans une buanderie de la ville pour 12 € et dîner dans un kebab. Départ pour Ussishar et son château. Visible à des kilomètres à la ronde, le Calais, point culminant de la Cappadoce, est un haut piton volcanique troué de tunnels. Creusé à l'époque des Hittites vers 1500 avant Jésus-Christ, il a servi d'abri aux habitants lors des invasions dans les plaines, puis de refuge aux chrétiens pourchassés par les Romains. Après une centaine de marches et avoir traversé un appartement musée, on accède au sommet avec une vue époustouflante sur la région. La citadelle comporte 20 étages, interconnectés par un réseau de galeries et d'escaliers. Le château d'Ussishar se compose en fait de 2 cheminées de fées adjacentes. Le plus grand château s'appelle Aga, le plus petit s'appelle Kavunsun. Les monastères de Keslik.
Il se compose de 2 églises distinctes dédiées à l'archange Michel et à saint Étienne, considéré comme le premier martyr du monde chrétien, d'une source sacrée, d'un réfectoire, d'un moulin à huile de lin, d'une cuisine, d'une école, d'une salle de réunion, d'une cave à vin et de maisons où séjournent les moines et prêtres. Plus ancienne, l'église du monastère de Kestik aurait été creusée sur ordre d'un souverain du 6e ou 7e siècle. L'église des Archanges qui présente des peintures de Jésus et de sa vie, notamment des représentations rares de son enfance et de la présentation de Marie au temple. Tout était noirci pour conserver les fresques, donc en dessous il doit y avoir des fresques. On les voit, on les aperçoit, mais c'est très abîmé. C'est dommage parce qu'ils sont magnifiques comme celle-ci. Là il y a une tombe, comme dans à peu près toutes les églises qu'on a vues jusqu'à présent, il y a toujours des tombes. Un abri composé de plusieurs cellules monacales. Le réfectoire du monastère avec sa table et ses bancs creusés dans le tuf. C'était grand, hein. Ah ouais, c'est grand, ouais. Avec la table, toujours la table en pierre. Donc la deuxième église qui est la plus ancienne. L'église de Stéphanos, également connue sous le nom d'église des croisés, en raison de la présence d'une croix. Cette église a été construite avec un plafond plat en raison de la difficulté de la sculpture sur pierre. Une très belle surprise ce monastère, avec un guide qui parlait parfaitement français, qui nous a renseigné, le gardien. Et c'était franchement nickel. Direction les églises cachées de la vallée de Sangali, sous un ciel gris. Maintenant nous sommes sur les 2 églises cachées. Alors il y en a une troisième qui n'est pas connue, c'est l'église au serpent, qu'on va donc visiter. L'église au serpent faisait partie d'un monastère qui a conservé de nombreuses dépendances et même plusieurs cellules. L'église a subi de nombreux dommages et il est difficile d'identifier les fresques qui sont très altérées, comme Saint Georges terrassant le dragon, figuré par un serpent, d'où le nom de l'église. Sur la voûte, du côté opposé, Abraham, Isaac et Jacob portent aux nus 12 têtes d'enfants, symbolisant les 12 tribus d'Israël. Le monastère, ses salles à manger, ses cuisines, ainsi que ses cellules. Une cuisine ici. J'ai l'impression que tu rentres dans plusieurs maisons. C'est d'autres maisons. Parce que ils ont chacun leur cuisine, leur table. Il y a des trous qui sont énormes. Vache. C'est de l'eau. Ah ouais, c'est de l'eau. En face du site, après avoir passé une mare et marché 500 mètres, on accède à l'église du Dôme et à l'église cachée, qui sont en très mauvais état. C'est la chance qui nous a permis de faire un vol en montgolfière. Nous sommes récupérés à 4h30 à notre hôtel par un minibus qui nous emmène vers un lieu de rassemblement où nous prenons un petit déjeuner avant de repartir par un autre minibus vers le lieu de décollage où des dizaines de montgolfières se déploient. Nous avons pris un vol de 90 minutes, dans une nacelle de 4 compartiments, avec 4 personnes par compartiment.
C'est un peu plus cher, 250 € par personne, mais cela garantit un certain confort par rapport au vol d'1 heure avec 16 personnes, par compartiment, pour 90 €. Cette activité existe en saison du printemps à l'automne. Les aérostiers turcs partent ensuite vers l'Afrique pour opérer leurs ballons dans les réserves animalières du Kenya, Tanzanie et d'Afrique du Sud. Passage au-dessus de la vallée rouge. Puis de la vallée rose. Nous évoluons avec une centaine d'autres montgolfières dans le ciel. Avec près de 700 000 passagers en Cappadoce, c'est une activité qui roule pour une trentaine de sociétés qui tiennent ce marché. La chance, car les 3 précédents jours, le planning des vols était complet, donc il ne nous restait plus que nos derniers jours disponibles pour cette activité. Or, les mauvaises conditions météorologiques ont contraint d'annuler les vols sur les 3 précédents jours. C'était donc le seul jour où nous aurions pu voler, sachant qu'il y a tellement de monde que l'on ne peut pas reprogrammer cette activité. Le bon karma, quoi. C'est l'atterrissage tout en douceur sur la remorque du pick-up, vu le poids de la nacelle. Repliage de la toile et flûte de mousseux avec distribution du diplôme d'aérostier et un magnet de ballon. Après une sieste à l'hôtel, visite d'Avanos, capitale de la poterie en Cappadoce. Recueillement sur le monument du docteur Satan qui avait perdu toute sa clientèle. Départ de Gorémé, direction Ankara. C'est vraiment des vieux villages avec des vieilles maisons. Ouais. Ouais, c'est un port à sec. Tous les 25 km, nous devons regonfler le pneu. Et le gonfleur rend l'âme. Et le garage qui nous a sauvé la journée, sachant que le garage d'avant, il m'a dit qu'il n'avait pas d'amis et il voulait pas nous aider. Pourquoi aller en Bolivie au Salar d'Uyuni alors que la Turquie a le même site en plus petit? L'entrée est assez confidentielle car on pense entrer dans une usine qui exploite le sel. Après avoir cherché son chemin, on entre sur le site. Eh ben voilà, c'est ça. La route, elle est là. On se croirait sur le Salar d'Uyuni, en moins cher. Tuzgolu, ou le lac de sel, est le second plus grand lac de Turquie. Il est alimenté des eaux provenant à la fois de la surface et du sous-sol, mais il n'a aucun émissaire. Ce lac mesure 80 km de long et 50 km de large, et se trouve à 905 mètres au-dessus du niveau de la mer. On traverse le lac par une piste de 7 km de long qui surplombe le lac. Il y a des îles, hein, au milieu. Puis, encore de la piste, facile, sur 5 km, pour rejoindre la route du village de Bozan. Ah, on voit, regarde, hein. Il y a toutes les... On commence à avoir les premiers buildings d'Ankara. Arrivé à Ankara, direction Boxer Garage, ou un pneumaton. Boxer Garage entretient toutes les motos BMW des administrations, gage de sérieux de cet atelier, dont j'avais noté l'adresse au cas où, avant de partir. J'en ai profité pour faire une vidange moteur. Le prix est le même qu'en France, alors que BMW Aksaray me demandait 300 € pour le pneu.
Boxer Garage entretient également les motos des aventuriers turcs. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thanks a lot. 1 heure après, c'est le départ vers l'hôtel. Si je m'en paye pas un avant la fin de la journée, j'aurai de la veine. Hein. Là, c'est plus de la tauromachie que de la moto là. Un hôtel avec garage souterrain accessible par un monte charge. La moto part au 4e sous-sol. Demain, ce sera transport en commun. Visite du tombeau d'Atatürk. Nous arrivons durant l'une des relèves de la garde. Ankara est la capitale de la Turquie depuis le 13 octobre 1923 et, par sa population, la 2e ville du pays après Istanbul. Atatürk a choisi cette petite ville de 20 000 habitants comme capitale de la Nouvelle République. Le site est monumental avec un tombeau dans une salle géante en marbre. L'esplanade offre une très belle vue sur Anıtkabir et Ankara. Le musée est également assez intéressant pour comprendre le départ chaotique de la République turque après la Première Guerre mondiale. Il est interdit de photographier dans ce musée. Passage par la citadelle d'Ankara, en traversant par le très beau quartier historique d'Ulus. La citadelle est assez décevante, hormis le panorama sur la ville. Ce musée est magnifique. Il est situé dans l'ancien caravansérail Kurtsunlu Han, plus particulièrement dans le bâtiment ottoman de l'ancien bazar couvert. Le musée présente des collections de toutes les périodes, du paléolithique au temps moderne. La période de l'Antiquité classique, à l'Empire ottoman, n'est représentée que par des pièces sélectionnées, venant surtout d'Ankara et de ses environs. Dans le hall central sont exposées de grandes sculptures de l'époque de l'Empire hittite, ainsi que de grandes sculptures phrygiennes. Ces bœufs en basalte, toujours de l'époque hittite. Ou encore ces empiètements de lions en ivoire, avec cette tablette cunéiforme en langue hittite. Fin de la journée et passage par un marché de vente d'objets, fait par de petits ateliers localement, dans le quartier d'Amamonu. Là, on quitte Ankara. Ouais. Le Landmannalaugar en Islande ou la montagne aux 7 couleurs au Pérou. Non, la zone à la sortie nord-ouest d'Ankara. Alors, on vient de quitter la grande route pour nous rendre à Mudurnu par les chemins de traverse. Timerskatsa Koyou. Il ne doit pas avoir beaucoup de Français qui passent par là. Et une moto d'ailleurs. C'est plus une route. C'est une piste. Quand je disais que je pensais qu'on allait avoir une petite route sympa avec des virages, je pensais pas à ça. Et ça doit être Mudurnu en bas. Mudurnu ou la folie immobilière turque. Mudurnu, ou plutôt Burj-el Abbas, est le projet immobilier débuté en 2011 dont les bâtiments sont conçus pour ressembler à des châteaux miniatures de la Renaissance. Le site, initié par le groupe Sarot, est à l'abandon depuis 2019, après le dépôt de bilan des promoteurs, avec une dette de 27 millions de dollars. Les maisons étaient en vente entre 370 000 et 530 000 dollars. En 2021, 587 des 732 maisons prévues ont été commencées, y compris quelques jardins, mais aucune n'est terminée.
La moitié aurait été vendue sur plan. L'accès au site est interdit et surveillé 24 heures sur 24 par des gardiens. Et on arrive à Moudournou. Une BM. Dans un série village abandonné, Sarod Country. C'est une autre surprise puisque nous sommes tombés par hasard sur un deuxième site, Takesti, à moins de 30 km de Moudournou. Toujours vendu par Sarod avec environ 180 maisons en timeshare, des cabanes canadiennes. Débutés en 2013, les travaux se sont arrêtés en 2015. Le passager est couché sur le side. Il est fermé. Le soir, arrivé au Motali Hotel de Kartepe, au-dessus de Sapanca. Nous sommes au pied d'une station de ski. L'entrée de la station étant payante, nous traçons directement vers Istanbul. Ah, faut payer. Normalement, là, c'est une route. Allez, retour sur Istanbul. Ça, on m'avait prévenu que Istanbul, il y avait de la circulation. Putain, les mecs... Toujours la remontée de fil par la bande d'arrêt d'urgence. Passage par le pont du Bosphore, le plus photogénique de nuit car illuminé. Il date de 1970 et fait 1560 mètres de long. Dans 1,5 km, on va quitter la voie rapide.